faire une intervention assez courte, hein, c'était l'enjeu, autour du métier que j'exerce actuellement depuis 1 an et demi, qui est celui de chef de projet innovation anthropologue. C'est le titre à rallonge qui tient sur ma carte de visite depuis 1 an et demi. Une fonction que j'occupe au sein du groupe SEB. Alors, je ne vais pas vous parler du groupe SEB en longueur, mais néanmoins, il y a quand même un contexte intéressant à connaître. Le groupe SEB, c'est un industriel français qui est sur le marché du petit électroménager, qui est leader mondial sur ce créneau-là. Et donc, mon métier consiste à travailler avec des ingénieurs, essentiellement des ingénieurs techniciens et agroalimentaires, à la création, la conception d'appareils électroménagers. J'interviens dans une activité, une business unit qui s'appelle Kitchen Electrics et qui se définit par la présence d'un fil électrique sur les appareils électroménagers. Donc ça exclut des poêles. Pour finir le petit tour d'horizon, parce que je pense que vous connaissez peut-être mieux les marques que le groupe en question, au-delà de SEB, c'est Tefal, Calor, Moulinex, Krups, Roventa, et puis des marques locales en fonction de vos aires culturelles de spécialité, Arnaud au Brésil, Support en Chine, Asian Fan au Vietnam, enfin voilà. C'est un groupe qui se déploie sur 150 pays et qui a racheté un grand nombre d'entreprises, mais toute la recherche, toute l'innovation est concentrée sur 3 centres de production en France. Donc autant dire qu'on a une conception très française de la cuisine, qui était un des moteurs de mon recrutement, qui est de venir décentrer cette conception française de la cuisine. Alors, ils n'attendent pas ma conception belge de la cuisine, ils attendent plutôt ma capacité à connecter les processus d'innovation à la réalité des différents terrains. Je m'excuse, mon PC s'est éteint. Alors, je suis à la fois chef de projet et anthropologue, c'est-à-dire 2 choses. En tant que chef de projet, j'ai pour vocation de conduire des projets qui aboutissent à un moment donné à un délivrable qui est un concept produit que l'on peut donner au développement, donc avec un degré de finalisation de la description technique assez avancé, qui demande de travailler en collaboration avec d'autres acteurs en permanence, nécessairement à minima des personnes du marketing et du design, et puis troisièmement, qui nécessite des collaborations avec l'extérieur de l'entreprise, puisque nous n'avons pas vocation à produire la matière recherche, la matière scientifique, mais à externaliser cette compétence et l'intégrer dans un processus d'innovation. Ça, c'est le côté chef de projet. En tant qu'anthropologue, et c'est un poste qui a été créé, je vais dire pour moi, mais en tout cas, pour l'instant, on est un anthropologue dans les 25 000 collaborateurs du groupe, mais ça va changer, on y travaille. En tant qu'anthropologue, il s'agit de traduire les problématiques de conception, d'innovation en terrain ethnographique, d'animer ce terrain ethnographique, d'y participer dans une certaine mesure, et puis d'utiliser cette traduction, la disséminer tout au long du processus d'innovation. Et là, il y a un point qui me paraît assez critique dans mon métier, qui est celui d'accompagner un processus d'innovation dans des phases qui sont bornées, structurées. Le processus innovation groupe est un processus partagé, défini, avec un certain nombre de jalons, des délivrables attendus à différentes phases pour empêcher des retours en arrière. Donc il s'agit de trouver une place dans ces jalons et de ne pas intervenir en tant que prestataire extérieur, à savoir en offrant à un moment donné un délivrable qui serait un rapport, mais au contraire accompagner l'innovation sur une durée de plusieurs mois, voire plus d'1 an, et d'être capable, du coup, de dire des choses différentes à différents moments de la conception, avec une matière première qui est relativement la même. Donc là, il y a déjà un premier enjeu qui est assez fort et que j'aimerais souligner. Ce qui me permet de dire par ailleurs que j'ai été engagé le jour où j'ai pu faire des démonstrations, que j'arrêtais de faire des rapports et que c'est capable de produire autre chose que des rapports. Et ça, je vais en parler un petit peu derrière. Alors, ce qui pour moi, dans mon métier, est le plus nouveau, qui m'a conduit à revoir énormément ma pratique, c'est le fait qu'il s'agit à un moment donné de réfléchir sérieusement à la performativité de la matière anthropologique dans un processus de conception. C'est-à-dire que autant j'ai été bien formé à produire un savoir qui était scientifiquement tenable tout au long d'une formation très classique jusqu'à la thèse et les post-doctorats qui vont avec, autant à partir du moment où il a fallu prendre en considération le fait que cette matière elle a un impact dans la conception, il a fallu se poser un grand nombre de questions. Et la clé d'entrée de ce questionnement tient dans le fait qu'il s'agit non plus de s'arc-bouter sur l'analyse de l'existant, et donc de certifier que ce qu'on a observé correspond bien à une certaine réalité, mais d'être dans une attitude de projection vers des futurs, vers un horizon qui n'est pas encore là, puisque l'on conçoit, et qu'on est là pour concevoir des choses qui n'existent pas encore. Et ce travail de conception, troisième point, eh bien, je l'ai entendu dans le film tout à l'heure et j'ai trouvé ça excellent, il fonctionne à partir du moment où on ne se positionne plus en expert, plus en sachant qu'il va devoir essayer d'imposer sa meilleure compréhension du futur consommateur que les autres, qui sont quand même que ingénieurs, que designers. Non, il s'agit au contraire d'essayer de trouver une manière de raconter, de rapporter cette compréhension que l'on a des pratiques, de sorte que les autres expertises
puissent s'exprimer dans des situations de création et d'innovation. Et là, c'est un défi qui est un peu différent de celui auquel on est confronté dans un parcours de doctorant, par exemple. Alors, pour essayer de mettre tout ça en ordre, j'ai identifié 3 négociations que j'ai dû faire avec moi-même et avec mes collègues, qui depuis l'année et demie de ma pratique avec Seb, en fait elle est un peu antérieure, mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, m'ont permis d'occuper une position relativement légitime aujourd'hui. Alors, le premier point qui est un attendu de ce genre d'exercice, mais qui est très fort, c'est la négociation de son identité d'anthropologue dans l'économie des échanges que l'on va avoir avec ses collègues. Et il y a dans cette démarche-là, dans cette problématique-là, des forts enjeux tactiques de positionnement dans des situations, des micro-situations qui vont devoir sans cesse renégocier qui nous sommes, qui demandent beaucoup de souplesse et surtout qui demandent d'être relativement à l'aise avec des images de soi qui ne correspondent pas réellement à ce que l'on pense être ou que l'on voudrait défendre par ailleurs dans des temps de communication plus formalisés comme celui-ci. Donc il y a une certaine capacité à accepter qu'on nous met en expertise sur des choses que nous ne savons pas toujours faire naturellement. Mais cette position, chez moi, elle s'est traduite par une focale sur ma compétence d'observation. J'aurais été meilleur observateur que les autres et ma capacité à rapporter les cultures culinaires bien mieux que les autres. Et je ne suis pas en accord avec cette définition. Néanmoins, dans des temps de rencontre avec mes interlocuteurs, sur des logiques de projet, il y a un moment où cette phase, je vais accepter de l'endosser, cette compétence, je vais l'endosser, pour progressivement la déconstruire au cours du projet, agir dessus pour partir sur d'autres horizons. En tout cas, il y a un enjeu très tactique qu'il est nécessaire de faire. Le deuxième effort, en tout cas que j'ai choisi de faire plutôt, le deuxième effort en termes d'identité qui me paraît intéressant, c'est comment je me positionne en tant qu'anthropologue lorsque je mets en relation mon travail de construction de savoir ethnographique, on va dire, et sa transformation en matière actionnable, pour reprendre un néologisme en usage dans mon entreprise, qui va avoir un impact sur les processus de conception. À ce moment-là, c'est là où on aime avoir des références académiques qui permettent de structurer un discours et d'avoir un champ disciplinaire ou à tout le moins de chercheurs qui permettent de se positionner aisément. Et c'est vrai que dans cet univers, sans se limiter à l'espace francophone, où les choses sont encore plus catastrophiques, il y a peu de littérature qui vient systématiser, il y a peu d'organisations professionnelles qui prennent dans le monde de l'anthropologie, parce que c'est vrai que je parle de celui-là plus spécifiquement, il y a peu d'organisations qui, dans l'univers industriel, viennent réfléchir à ces pratiques. Et il y a je vais les résumer de manière un peu caricaturale, il y a 2 postures qui sont aujourd'hui en concurrence. Une posture qui est plutôt celle des ethno-marketing, qu'il s'agit donc de développer une boîte à outils qui très rapidement va produire une connaissance terrain et de manière inductive va transformer cette connaissance terrain en recommandations consommateurs. Donc identifier des besoins, identifier des aspirations qui vont être injectées dans un processus de conception. Une autre attitude, et qui est l'attitude que j'essaye plutôt de porter dans ma pratique, relève de la collaboration avec le design. Cette collaboration avec le design, elle est relativement ancienne. Le cas classique canonique, c'est le travail de Lucy Schuchman dans les années 70 au sein de Xerox, du centre de recherche Xerox, qui vont se dire finalement, on a une entrée commune qui sont les cultures matérielles. Les anthropologues étudient comment les cultures matérielles définissent les hommes, les designers s'intéressent aux hommes pour concevoir des objets, et ce qui n'a pas vocation à faire rencontrer ces 2 démarches dans un même processus. Et aujourd'hui, on trouve, alors, notamment l'université d'Aberdeen et l'université du Danemark du Sud ont un master commun de design anthropologie, qui est une formation qui essaie de faire la rencontre de ces 2 univers, avec des logiques très scandinaves de coproduction avec les futurs consommateurs, de co-conception, et donc une forte implication, pour le dire autrement, des informateurs dans le processus de production du savoir. Et ce qui est intéressant à cet égard-là, c'est que lorsqu'on s'intéresse aux communautés organisées de spécialistes de la connaissance des futurs consommateurs dans la conception, ce qui en anglais est plutôt résumé par le chapeau de User Experience, qui est un titre identifié dans ces métiers. Le terme ethnographie est largement diffusé. Lorsque l'on regarde la formation, le parcours des ethnographes, ce sont bien souvent des designers, des gens des métiers de l'innovation, de l'interaction homme-machine, des gens qui n'ont pas un métier d'anthropologue. Et ce métier d'anthropologue est en train de se dissoudre dans une communauté qui met en avant le concept d'ethnographe sans l'anthropologie. Et donc il y a un mouvement de réaction que je vous introduis, je ne vais pas le décrire en détail, mais un mouvement de réaction d'un certain nombre de collègues chez Microsoft, chez Intel, qui aujourd'hui disent non, nous on est anthropologues, mais alors comment on se positionne face à cette réappropriation du concept d'ethnographie dans cet univers de la conception centrée utilisateur. Et là, il y a des enjeux qui commencent à se structurer, mais qui ont encore peu d'appui auprès des mondes académiques.
Le deuxième point sur lequel je vais passer très rapidement, c'est la négociation auprès des pairs. Dès lors que mon activité s'appuie sur des collaborations avec des ethnographes et anthropologues qui sont extérieurs à ma structure, il s'agit de partager un certain nombre d'objectifs communs, de se mettre en accord sur le fait qu'il y a un produit et que ce produit, ces stratégies que l'on va mettre en œuvre, eh bien, nécessitent de dire le terrain que l'on construit a pour horizon ce réalisable. Or, ce que l'on observe, c'est, et il y a eu quelques papiers là-dessus, mais qui ne le présentaient pas de la même manière, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a un agenda plus ou moins secret du chercheur qui est dans une situation de commande, qui très rapidement est en porte-à-faux, pour résumer un peu rapidement, mais qui très rapidement va être en porte-à-faux vis-à-vis de la commande, estimer que le commanditaire ne comprend pas grand-chose de la finesse des données ethnographiques, d'une part, et que d'autre part, ce délivrable produit a peu de valeur dans un parcours académique qui est un horizon partagé par les collègues que nous sollicitons pour l'essentiel, et que par conséquent, on a vocation à construire le terrain de deux manières, ce que je vais donner à mon commanditaire et ce que je vais faire qui est réellement valorisant, qui est la vraie science que je vais produire et qui, elle, va pouvoir être valorisée dans des articles, des communications scientifiques. Mais cette tension qui pourrait s'articuler comme des temps disjoints d'une collaboration et qui est tenable auprès de certains collaborateurs qu'on arrive à produire, cette réflexivité étant utile à nos deux pratiques, cette tension va conduire à des désaccords profonds dans la conduite de terrain et des situations où personne n'est satisfait. Et si j'insiste sur ce point en l'évoquant si rapidement, c'est parce que je pense qu'à ce niveau-là aussi, dans les formations universitaires, il y a un fort enjeu, même pour ceux qui ont des parcours académiques qui vont perdurer dans le monde académique, de bien percevoir les enjeux de ce dialogue pour qu'il n'y ait pas deux mondes parallèles qui ne fonctionnent pas ensemble, mais qu'il y ait bien des échanges à un moment donné. Le troisième point, et je m'arrêterai avec celui-là, qui est peut-être le plus surprenant, c'est la négociation avec la réalité ethnographique à proprement parler. À partir du moment où le rapport n'est plus l'horizon de l'activité ethnographique et qu'il y a vocation à accompagner un processus de conception qui est extrêmement mouvant, quand bien même il est borné par des délivrables dans la réalité de nos pratiques, ce sont des marches avant, des marches en arrière, c'est l'intégration de compétences nouvelles sans cesse, des décisions parfois arbitraires qui s'imposent à nous, mais en tout cas, il y a sans cesse sollicitation. Or, le piège avec un délivrable de type rapport, c'est qu'une fois que les données, alors c'est déjà quand il n'est pas lu, mais une fois, quand bien même il a été lu et synthétisé, ces éléments se dissolvent dans un processus de conception qui va, parce qu'il y a des enjeux techniques, des enjeux marchés, prioriser d'autres éléments et mettre à l'index la connaissance, la compréhension qu'on avait de pratiques alimentaires. L'autre piège, c'est qu'en arrivant avec un rapport trop ficelé, trop borné, on impose le poids de la réalité actuelle en disant voici les choses sont telles quelles, et dès lors, toute conception qui viendrait bousculer cet état de fait serait disqualifiée parce que l'argument étant, la réalité est tout autre, vous ne pouvez pas imposer ça aux personnes, ce qu'elles font c'est différent. Et là, il y a une tension extrêmement forte. Et donc tout l'enjeu pour moi, dans mon métier, consiste à opérer un travail de traduction de ces matières dans des formats qui ne sont plus ces formats rapports, mais qui sont des formats plus performatifs. Alors, il y a différents exemples. Il y a des délivrables qui restent des délivrables relativement classiques, tels que des scénarios d'usage, des parcours d'utilisateurs qui vont agréger des temps ethnographiques dans des scénarios relativement fictifs qui racontent des expériences dans un univers donné face à un produit donné. Là, les enjeux, les finalités sont différentes et qui vont raconter à la façon d'un petit scénario filmé quelque chose qui n'existe pas en soi mais qui permet de révéler les tensions qui ont été par ailleurs observées dans des interactions avec un environnement immédiat. Il y a d'autres méthodes qui sont bien sourcées dans le design. Et là, la pratique vient bousculer la boîte à outils méthodologique ethnographique classique. Et je pourrais se poser la question de est-ce que légitimement on est encore anthropologue, est-ce qu'on ne l'est plus et qui pourrait statuer sur ces choses. Là c'est une question que j'aurais aimé discuter à la première intervention, en tout cas de la mettre en question. Mais on a dans le design des méthodologies qui vont encore plus loin dans la déconstruction du rapport, qui consiste à élaborer ce qu'on va appeler des personas, qui sont des personnages fictifs, des types idéaux, pour parler dans nos jargons, et qui se présentent sous la forme, alors je ne sais pas si j'en ai un ici, qui peuvent se présenter sous la forme de petites fiches scénarisées extrêmement graphiques, qui vont donner des grandes indications comme à un acteur. On lui dirait, ben voilà, toi tu t'appelles de telle façon, tu as tel nom, tu fais telle chose, tu as tel élément qui constitue des situations de vie cohérentes pour toi. Maintenant, on va autour d'une problématique produit, faire jouer 5-6 personnages très contrastés qui ont été élaborés à partir d'une compréhension terrain
la plus fine possible et non pas une compréhension marché, ça c'est une parenthèse qui me paraît critique à faire. Et donc on va mettre en place différents temps de jeu autour de ces personas qui permettent aux expertises en présence, les différents ingénieurs, les personnes du marketing, les designers, d'endosser d'une manière différente ces personas, leur faire dire des choses différentes, dans un contexte qui reste borné puisque les personas ont des contraintes, mais qui est à la fois ouvert puisque les situations que l'on va jouer sont des situations qui n'existent pas et que nous n'imposons pas par ailleurs. Et donc ce processus, en introduisant des matériaux, en cuisinant ensemble, donc on a le plaisir de travailler sur des petits objets, donc on peut cuisiner, on va concevoir des prototypes, on va remonter ces prototypes aux informateurs qui ont permis de construire les personas, donc on construit différentes boucles. Ces mises en narration, ces ouvertures de narration ethnographique, ces fictions anthropologiques vont permettre de mettre une présence de l'ethnographe tout au long du processus de conception, de préserver ce qui est un enjeu fort, préserver la compréhension que l'on a des individus qui tentent en général à disparaître dans les processus de conception au bénéfice d'enjeux industriels, typiquement le coût d'une fonction, le coût d'un choix d'esthétique, et d'essayer de le faire vivre au plus loin possible. Et pour finir avec cet aspect-là, quand j'ai préparé cette petite intervention, je me suis replongé dans un certain nombre d'ouvrages méthodologiques sur qu'est-ce que l'ethnographie, et les anglo-saxons à nouveau sont plus prolixes que nous sur le sujet. Et ce qui est très intéressant dans ces ouvrages ethnographiques, alors il faudrait les citer, et peut-être qu'il y a des tensions, mais l'enjeu n'est pas là aujourd'hui, c'est de voir à quel point l'écriture ethnographique est considérée et valorisée comme un temps d'écriture qui, d'une part, a un aspect relativement fictionnel, puisqu'il y a du choix, puisqu'il y a de l'arbitraire qui s'appuie sur une rencontre singulière, et donc cette notion de fiction est très présente dans l'ethnographie. Et l'autre élément très présent dans l'écriture ethnographique, c'est la capacité de laisser ouvert l'interprétation dans un cadre relativement contraint. C'est-à-dire que le lecteur va pouvoir s'approprier une compréhension de situations décrites avec des contraintes, mais tout en pouvant y injecter une sensibilité que l'ethnographe n'avait pas vocation à borner en amont. Et ça, c'est explicitement les recommandations qui sont faites dans ces manuels d'écriture ethnographique. Et donc, il me semble qu'un des points de rencontre pertinents pour nos métiers, en tout cas les gens qui, comme moi, travaillons dans la conception, est de faire de cette capacité de mettre en récit, de l'enrichir de notre pratique, pour enrichir la boîte à outils méthodologique du chercheur, et puis du chercheur au-delà des contextes industriels également. Merci pour votre attention.